Les grandes gueules. Chez les grandes gueules, on parle insécurité. Stop à la descente aux enfers. Ce livre est signé du commissaire Frédéric Loos, qui est à la tête du syndicat des commissaires, avec Frédéric Ploquin, notre confrère spécialisé dans les affaires criminelles, dans les enquêtes au long cours sur les stupéfiants aussi. On en discute, on en parle avec des questions d'Abel Boilly, Didier Giraud et Flora Guébali. Abel Boilly. Alors moi, je tiens à dire que j'ai beaucoup apprécié l'ouvrage parce que, étant éducateur, quand on est sur le terrain, tout ce qui est dit dedans, c'est ce que je vois au quotidien en fait. Il y a même certains moments où je me suis dit j'aurais pu l'écrire moi-même parce que c'est criant de vérité. Ce que j'ai aimé, c'est l'équilibre, mais c'est vrai que ce qui transpire à travers votre ouvrage, c'est vraiment la déliquescence de l'État, et j'ai presque envie de parler de complicité tacite. Il y a cet exemple où vous allez voir un procureur parce qu'il y a un mec qui se fait choper pour la 4e fois pour vol. Il vous répond « je suis pas le toutou de Sarkozy ». Il y a l'histoire des Maliens de Vincennes où la gauche est vent debout pour qu'on les régularise, et quand Mitterrand les envoie dans une ville de gauche, les mêmes élus qui étaient vent debout vous font barrage et vous insultent parce qu'ils n'en veulent pas dans leur ville. Et vous parlez de ce déséquilibre entre la gauche qui est sur la prévention mais pas sur la répression, et la droite qui n'est que sur la répression et pas la prévention. Et vous faites aussi une autocritique sur la police, où vous dites clairement qu'il y a des problèmes de méthodologie, vous dites clairement qu'il y a certains effectifs qui ont des a priori aussi sur les jeunes de quartier, et que si on réalisait mieux que les délinquants, en général, à partir de 20-25 ans, ils sortent de cette chaîne, on aurait plus de zèle pour de la prévention dès le bas âge, en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Maintenant, ma question, elle porte sur cette chose. Vous dites qu'il n'y a que 3% des containers au niveau des ports du Havre et de Marseille qui sont inspectés. C'est-à-dire qu'un narcotrafiquant colombien, grosso modo, il sait qu'il a 97 chances sur 100 de ne pas se faire gauler quand il envoie plusieurs centaines de kilos de cocaïne, ce qui est aberrant. Et vous expliquez qu'il y a un problème de concurrence vis-à-vis des ports de Rotterdam et Anvers. Donc l'État est au courant de ça. Donc l'État laisse-t-il passer volontairement les choses pour que les ports français soient aussi compétitifs, ouais, exactement. Il y a un problème effectivement de concurrence énorme entre les ports européens, premièrement. Deuxièmement, plus votre port grandit, plus il y a de trafic, ce qui est le cas actuellement au Havre, où on construit de nouveaux docks, etc. On élargit pour des raisons économiques, parce qu'on a envie d'avoir des beaux ports en France. Plus vous augmentez la surface du port, plus le contrôle est complexe et compliqué, parce que vous ne pouvez pas, effectivement, mais même d'un point de vue technique, pratique, vous ne pouvez pas fouiller tous les containers, parce que vous avez des denrées alimentaires, parce que vous avez des produits congelés, parce que vous avez des bananes qui vont mûrir, parce que vous avez tout ça. Donc, soit vous arrêtez une complaisance. Parce que vous dites que si on augmente quand même la surveillance en termes de compétitivité, on perd par rapport à... Oui, mais est-ce qu'on laisse pas passer parce qu'on aimerait effectivement que le Havre reste compétitif? Voilà, c'est ça. C'est que si vous contrôlez l'intégralité de la marchandise, en gros, vous mettez le port à l'arrêt. Voilà. Et donc, il n'y a plus ce flux. Et les trafiquants de stupéfiants, ils n'aiment rien moins que le flux. Ils se mettent dans le flux des passagers sur les avions, ils se mettent dans le flux des voitures quand ils font des go-fast, ils se mettent dans le flux naval quand ils se mettent à bord des conteneurs. Donc, vous ne pouvez pas stopper l'économie. Je veux dire, les mafieux, les criminels, ce qu'ils aiment, c'est les failles. Ils foncent dans toutes les failles. Donc, ils voient bien que dans les campagnes, il y a un peu moins la densité de gendarmes présents sur le terrain est moins importante que la densité de policiers présents à Marseille, par exemple, ou à Paris. Ils le sentent bien, ils le voient bien, donc ils vont dans nos failles. Donc c'est à l'État de s'organiser, de riposter, et notamment, moi je considère que l'une des choses que l'État devrait faire aujourd'hui, c'est de renforcer les services d'investigation qui ont été considérablement affaiblis. C'est-à-dire la police judiciaire. Pour mettre beaucoup plus de monde sur ces enquêtes. La procédure pénale qui est devenue... il y a aussi pour mettre beaucoup plus de monde. Parce que quand les mecs qui volent des GPS... on sait où ils sont à la fin, quoi. Il y a beaucoup plus de monde effectivement sur le terrain pour faire ces enquêtes, et ensuite pour forcer, contraindre à la coopération internationale. Ça se fait de plus en plus dans le cadre de l'Europe, mais dès que on n'a pas parlé quand même de la délinquance des mineurs. D'aujourd'hui, on a une massification de la délinquance des mineurs, et effectivement, la réponse pénale fait qu'on n'est pas bon, parce qu'on a aussi beaucoup de mineurs multiréitérants qu'on n'a pas eu le temps de juger, qui sont convoqués à des audiences devant le juge des enfants et qui continuent, qui créent des dégâts. Et je reviens sur ce que vous dites, en termes de prévention de la délinquance, le ministère de l'Intérieur, mais même l'État, n'a pas de politique de prévention avec une vraie stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que le ministère de l'Intérieur est un ministère qui est devenu un ministère plutôt de la communication et moins de l'action. C'est un ministère de l'urgence,
qui est excellent dans la gestion de crise. Et c'est un ministère, j'allais dire, qui est dans l'empirisme et qui n'a pas de stratégie.